Bonjour à tous et bienvenue dans les hors-séries de Slice. Comme vous le savez, nous parlons ici de l'entrepreneuriat, de ces hommes et de ces femmes qui ont un jour choisi de monter une entreprise ou d'en prendre la direction. Au-delà des portraits de patrons que je vous propose chaque mois, il me semblait important de m'intéresser à l'écosystème entourant l'entreprise. Dans ces hors-séries, je recevrai ceux qui, au travers des organisations pour lesquelles ils travaillent, aident les entreprises à naître, grandir et prospérer. J'espère que ce nouveau rendez-vous vous plaira. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois François Matins, le directeur des affaires publiques et de l'innovation du GICAT et le responsable de Generate, l'accélérateur des startups de la défense et de la sécurité. Avec François, nous reviendrons sur son parcours universitaire et professionnel, puis nous parlerons du GICAT et de Generate, dont vous avez beaucoup entendu parler dans les épisodes précédents, notamment avec Aleph Networks, Elika Team et Numalis. Cet épisode a été enregistré en février, avant le début de l'expédition Deep Time, à laquelle François a participé pendant 40 jours. On lui souhaite un bon retour parmi nous, et je vous laisse maintenant avec la suite de l'épisode. Bonjour François. Bonjour Marjolaine. Merci beaucoup de me recevoir là où se trouvent les bureaux du GICAT. Les auditeurs ont bien suivi les derniers épisodes. On a eu beaucoup de startups qui sont passées entre tes mains expertes. Du coup, je me suis dit, il fallait vraiment que je vienne te voir pour qu'on parle de Generate et puis pour qu'on parle du GICAT. Donc, je pense que d'abord, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, ça serait bien de te présenter. Est-ce que si tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais au GICAT et dans Generate, puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Avec plaisir. Merci Marjolaine pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir échanger avec toi. Donc moi, je suis François Matins, le directeur des affaires publiques et de l'innovation du GICAT. Donc à travers ce spectre-là, je travaille sur tout ce qui est les relations parlementaires et publiques, politiques au global pour le groupement industriel de la défense et de la sécurité que je représente. Et une autre partie de mon travail, c'est donc directeur de l'innovation où j'essaie de travailler sur l'écosystème de l'innovation, start-up, PME, ETI et grands groupes, et évidemment instituts de recherche et entités étatiques. Et ça, je suis monté en puissance progressivement là-dessus, suite à la création de Generate que tu as évoqué, donc, qui est le premier accélérateur de start-up dédié à la défense et à la sécurité, qu'on a créé avec ma collègue de l'époque, Mathilde Herman, il y a maintenant 4 ans. Voilà, Mathilde qui est maintenant à l'agence innovation Exactement, de défense. tout à fait. Mathilde voilà. Qui s'est fait débaucher par un certain Emmanuel Kiva qu'on a croisé à une époque au GICAT. Et donc voilà, Mathilde a été une des premières à croire en ma folie, à créer ça dans une logique intrapreneuriale au sein du GICAT. Et maintenant, on est content parce qu'on a des belles success stories et on voit que ça contribue bien à notre petit niveau à l'écosystème et on continue d'avancer dans ce domaine-là. Alors toi, avant d'être au GICAT, si on peut revenir rapidement sur ton ma parcours, vie, mon œuvre. Ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu as fait comme études? Enfin, tu viens d'où T'as une demi-heure, Marjolaine? Vas-y. Moi, j'ai commencé, je suis un matheux à la base. J'ai fait une prépa scientifique, sauf que j'étais mauvais en maths. Si vous voulez, quand t'as 5 en maths au bac et que ensuite derrière tu rentres en prépa mathématiques, les journées sont un peu longues. Donc avant de partir, tu t'es perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais bon, tu sais, c'est le système scolaire français. On estime que t'es bon en maths. Si tu veux réussir dans la vie, tu fais une prépa sans te demander vraiment ton avis et tu parles là-dedans. D'accord. Le projet qu'il y avait vraiment derrière, c'est que je voulais être pilote de chasse. C'était un de mes rêves de gosse. Ouais, je comprends et donc mieux, la voie royale, c'était quand même passer par une prépa. Et donc le problème, c'est que clairement, j'avais pas le niveau et j'étais pas prêt à faire des efforts pour y arriver. Et donc j'ai essayé de trouver un prétexte pour faire des études qui me permettraient de voyager. Et donc du coup, j'ai fait des études de relations internationales. Des études que j'ai adorées. Dans quelle école? Dans une époque qui s'appelait qui s'appelle d'ailleurs HEIP, donc une école spécifique de relations internationales à Paris. Et j'ai fait tous mes stages dans le système onusien. Donc j'ai été à Vienne, à New York, et notamment j'ai terminé mon stage de fin d'école là, à l'UNESCO. J'étais diplomate sénégalais. Comme ça se voit physiquement. Mais j'ai adoré, c'était très intéressant. J'ai beaucoup appris en interculturel et en international. Ensuite, j'ai repris des études en sécurité internationale pour faire un master et j'ai notamment été collaborateur parlementaire d'une sénatrice des Français de l'étranger qui à l'époque avait 91 ans, mais une femme extraordinaire avec qui j'ai beaucoup appris, qui était principalement sur l'Afrique et le Moyen-Orient. D'accord. Donc moi j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacé. Tu peux nous donner son nom peut-être? Elle s'appelait Paulette Brispierre.
Paulette Brice-Pierre. Et donc un personnage qui était haut en couleur, mais une femme impressionnante, même physiquement, la vitesse à laquelle elle marchait, elle courait, elle marchait plus vite que moi. 91 ans. Et puis elle avait une vivacité d'esprit qui, franchement, à son âge, si je pouvais être comme ça, ce serait très bien. Ensuite, je suis passé par le Quai d'Orsay aussi, à la direction des Français de l'étranger, où pareil, j'ai beaucoup appris, très intéressant cette dimension, relations consulaires entre les ambassades et l'administration centrale. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais passer des concours administratifs, ça m'intéresse, ministère de l'Intérieur, j'avais fait un petit stage dans la police, et j'avais beaucoup aimé. Et donc, je refais un Master 2 en droit public, donc je me relance là-dedans. Toujours à Paris ? Toujours à Paris, tout le temps resté à Paris ? Toujours à Paris, ouais. Et en fait, je partais du niveau 0 en droit public. Donc quand tu arrives en Master 2, tu as 80% de publicistes qui connaissent par cœur le sujet, toi tu découvres le thème, autant dire que j'ai un peu bûché et un petit peu. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti, plutôt bien. Et donc là je me dis tiens, j'aimerais bien faire un peu de terrain pour voir. Et donc là je me retrouve à faire un stage qui était une expérience extraordinaire, où pendant plusieurs mois j'ai fait tous les services de police de la préfecture de police de Paris. Et donc du coup je me suis retrouvé une semaine au STUP, une semaine à la crime, une semaine à la brigade des mœurs, une semaine... Mais comment tu trouves... Attends, il y a plein d'auditeurs qui vont se dire mais comment tu trouves ces stages-là quoi ? C'est on en reviendra tout à l'heure, mais c'est le réseau, le bagou, le culot, la débrouille, le bon sens quoi. Il faut oser, il faut y aller. Exactement, qui ose gagne. Donc moi le fait est que toutes ces opportunités là, c'est ce que je dis, moi ma vie c'est une succession de malentendus plus ou moins provoqués. Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, pour essayer de me créer des opportunités, pour réussir un objectif que je m'étais fixé. Ou tu vois, c'est un peu la sérendipité aussi, c'est aussi provoquer du hasard, et puis d'un seul coup ce hasard ça peut devenir une opportunité. Et donc je termine là, je me dis ok, ça, j'adore le milieu intérieur, sécurité, j'adore ça. Et le problème c'est que les concours que vous voulez passer, commissaire de police, même officier à l'époque, c'est des concours sincèrement qui sont à un très très haut niveau dans l'administration. Moi, je connaissais mon niveau de base, et surtout la volonté de se remettre dans un cycle, de passer des concours, être sur des bancs. Intellectuellement, j'étais plus prêt. Et donc, du coup, j'ai postulé à des écoles à gauche à droite, et en fait, j'ai été pris. Et comme à la fois je suis curieux, puis je suis un peu débile, j'ai fait les deux. Donc la même année, j'ai fait un master spécialisé à l'ENA et à l'ESTI en gestion des risques, et un MBA à l'EDEC en Criminal Risk Management. D'accord, la même année. La même année. D'accord. T'avais pas assez de travail, voilà, je m'ennuyais, donc c'était très bien. Fallait meubler. Et donc passionnant, parce que si tu veux, les problématiques étaient les mêmes sur le papier, sauf que t'avais un monde qui était très public. Voilà, l'ENA, l'ESTI, vraiment le côté gestion des risques territoriales, et un côté gestion des risques business, côté de l'EDEC, et donc vraiment intéressant. Et il fallait faire une expérience pour valider en gros un peu une logique d'alternance. Et je me suis dit, voilà, j'ai 22 balais, 21-22 balais, je vais tout de suite anticiper la potentielle crise de la trentaine ou de la quarantaine que je vais avoir, c'est-à-dire faire un métier qui ne m'intéresse pas. D'accord. Et donc j'ai coché, je me suis dit directement je vais faire exactement, je vais faire tout ce que je veux pas devenir dans la vie. Et donc j'ai coché la case et je me suis dit, je veux surtout pas être obligé de mettre un costume cravate, de prendre la ligne 1 pour aller à la Défense, pour être dans pour une les Parisiens, tour et pour être dans un open space. Les non-parisiens Exactement. ne comprendront pas. Voilà. Mais en gros, pour faire un travail de bureau dans un open space en costume cravate, parce que t'es obligé. Et pour moi, c'était le summum de l'angoisse. D'accord. Et donc bingo, j'arrive chez AXA, donc le milieu de l'assurance, autant te dire que c'est un secteur qui me passionne pas plus que ça, auprès du directeur risque, sûreté et compliance d'AXA Group Solutions. Et en fait, voilà, sur le papier, c'était horrible, mais j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire, alors Benjamin, je sais pas s'il écoute, qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup formé, et que je remercie encore aujourd'hui, parce que c'est une des valeurs aussi que je transmets dans ce que je fais à côté dans l'enseignement, c'est que y a peut-être plein de critères objectifs qui font que ça se passe pas bien dans une entreprise, ou que voilà, ça vous attire pas, mais c'est toujours l'humain qui va faire la différence. Et là, Benjamin, à l'époque le directeur, m'a fait très vite confiance, il m'a appris à apprécier mon job, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et à l'issue de ça, voilà, ça dure 1 an, je sais pas trop ce que je veux faire.
Et en fait, il y a des anciens de cabinets ministériels des anciens de cabinets ministériels qui montent une entreprise en com digital, comme d'influence, et ils me disent est-ce que tu veux venir avec nous monter la boîte, voilà, on est 3 pour l'instant, est-ce que ça te dit? Bah ok, très bien, monter une boîte, j'y connais rien. Et donc voilà, donc je rejoins un peu l'aventure entrepreneuriale avec ces deux associés, et avec un ami qui était également en cab avec moi, et donc on monte la boîte. Écoute, c'est vachement formateur. Après, moi je m'éloignais un peu de mes sujets qui étaient très régaliens et stratégiques, où du coup je m'ennuyais un peu, enfin je voulais pas travailler pour des grandes marques de téléphone ou de maquillage, c'était pas trop mon sujet. Et en parallèle de tout ça, j'avais toujours gardé un pied dans la défense et la sécurité, parce que j'ai été pendant 4 ans le président des jeunes de l'IHEDN. Oui, l'IHEDN, alors l'Institut des hautes études Défense nationale, qui est un service du Premier ministre. C'est ça l'association qui est encore aujourd'hui la première association française de jeunes qui travaille sur ces questions-là. Donc j'avais toujours gardé un pied dans la défense et la sécurité. Et donc un jour, je reçois un appel du JICAT en 2013 qui me dit écoutez, je suis le délégué général, on cherche un nouveau DIRCOM, on cherche quelqu'un qui connaît la communication. Bon, j'ai vu que vous étiez passé par ça, et puis qui connaît un peu la défense et la sécurité. Bon voilà, j'avais quand même coché quelques cases. Donc je passe l'entretien, ça se passe, et puis je déboule de janvier 2014 au JICAT, où je suis directeur de la communication. Ce que je fais pendant un an et demi, j'essaie de travailler pour un peu dépoussiérer le secteur du terrestre, qui n'a pas forcément la meilleure réputation, avec des gens qui se roulent dans la boue, là où d'autres volent, c'est magnifique, ou sur des bateaux magnifiques. Nous, des chars qui roulent dans la boue, c'est pas forcément sexy. Au GICAN. Exactement, dédicace au GIFAS et au GICAN. Mais voilà, il y a un secteur, le secteur terrestre est de facto un peu moins sexy pour le grand public. Donc voilà, c'était un peu travailler sur l'image, comment améliorer la communication interne des membres, un sujet que tu connais, et en externe aussi valoriser l'image. Et puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, je dis comment on s'occupe de tout ce qui est affaires publiques, lobbying. Ils me disent on le fait pas vraiment. Je dis écoutez, c'est un peu dommage pour un moment professionnel, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Donc je passe un été, je prends très peu de vacances et j'écris en gros toute une stratégie d'affaires publiques et de lobbying. Et à la fin de l'été, je pose ça sur le bureau de mon nouveau DG, je lui dis c'est ça qu'il faut faire si on veut que ça soit un groupement qui ait son mot à dire et qui représente et qui soit influent sur nos sujets. Et il me dit ok, banco, allez-y. Donc je crée la direction affaires publiques au sein du JICAT. Donc pied que j'ai toujours aujourd'hui, où l'idée c'est créer tout le réseau institutionnel au global, tout ça. Et il y a maintenant donc en plus de ça, parce que je commençais je rentrais dans un rythme de croisière qui allait très bien, mais voilà. Faut se diversifier, faut toujours faire plus de choses. Et puis pour avoir traîné dans le monde des startups un peu par le passé et autres, je vais voir donc en interne et je dis ce serait bien de créer alors à l'époque je parle d'un incubateur pour la défense et la sécurité. Juste je remets dans le contexte. Tout ça, c'est avant même que la ministre Florence Parly soit là, et que l'idée de l'AID existe, quoi. Donc sans l'idée d'être plus intelligent ou un précurseur, on a quand même, on a essayé de prendre des signaux faibles pour au JICAT essayer de créer quelque chose avant que ça soit à la mode, même si c'est ce que dit souvent Emmanuel Kivin, c'est pas parce que c'est à la mode que ce n'est qu'une mode. Se lancer un peu là-dessus. Et donc je lance ça vraiment en interne, donc sur mes soirs, mes week-ends. J'en parle à Mathilde qui est la seule folle qui à l'époque c'était dit, Madame PME à l'époque. Je crois ton sujet, on va faire un truc. Donc on mouline avec mes apprentis, avec Anne-Sophie, on bosse là-dessus et on arrive avec un projet qui tient la route et en gros je le présente en interne. Je t'avoue que la réception de certains industriels n'ont pas été fanas. Et en gros, je leur fais simple. Je leur dis écoutez, si vous dites que si ça marche, vous dites que c'est grâce à vous. Et si ça marche pas, ce sera de ma faute. Et vous pouvez m'engueuler. Et donc ils me disent ok, très bien, on va faire comme ça. Et donc au final, tant mieux pour tout le monde, ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, Generate, donc, qui est cet accélérateur, c'est 44 startups dans la défense et la sécurité qui vont de la food en passant par l'intelligence artificielle, le camouflage, Frankie Zapata, l'intelligence artificielle, plein de choses. Et c'est un programme qui cartonne, même qui marche trop bien parce que ça commence un peu à tirer la langue pour faire tourner la boutique. Et donc il y a 3 grosses missions. La première, c'est vraiment détecter des pépites françaises qui peuvent avoir un intérêt pour l'écosystème opérationnel ou industriel, et l'idée c'est de les faire monter en puissance, de les prendre par la main pour leur dire la défense ça marche comme ça, la sécurité ça marche comme ça, bien le milieu, et on lui ouvre les codes et on lui ouvre les portes. Le deuxième aspect, c'est un volet de sourcing à travers le monde de ce qui se fait dans la défense et la sécurité, pour une logique de veille en disant tiens, vous savez que ça, les Américains ont fait ça, les Chinois, autre chose, ça peut susciter des idées. Et après il y a un autre volet
qui moi alors avec le Covid c'est plus compliqué, mais je trouve ça vachement intéressant. Donc moi je bosse pas mal sur l'open innovation. C'est d'aller dans des endroits ou dans des salons qui n'ont absolument rien à voir avec la défense, pour voir des choses qui pourraient servir. Exactement, la santé du futur, la logistique du futur, je sais pas quoi, évidemment le CES et tout ça, enfin tous les salons qu'on connaît bien, mais des niches parfois un peu plus spécifiques. Et c'est de récupérer ou de détecter des briques techno en disant tiens, mais ça là, ça peut répondre à un besoin d'un marché défense. Et eux, je leur explique que je leur ouvre potentiellement un nouveau marché parce qu'ils n'avaient pas vu ça, parce que c'est un milieu un peu fermé. Et moi, la défense, je leur dis mais écoutez, arrêtez de développer de A à Z ça. Sachez que dans cet écosystème-là, ça existe déjà. On peut trouver la ressource. Il suffit de leur peindre un peu en kaki ou en bleu marine et ça marchera pour la défense. Et en gros, ça défense. pourra répondre à 90% du besoin. Et donc, c'est hyper intéressant parce que j'échange avec des directeurs innovation, si tu veux, qui n'ont absolument rien avec moi. Les directeurs innovation dans le sport, dans le cosmétique, dans l'automobile. Et du coup, en termes d'intelligence collective, pour moi qui est un des sujets majeurs pour faire avancer le monde sur l'innovation, c'est parler à des gens avec qui on n'a pas de raison de parler. Et ce système permet de créer des synergies, et se dire bah tiens, c'est vrai que c'est pas bête ce qu'il dit, peut-être que ça va m'inspirer, et inversement transmettre des messages dans l'autre sens. Ok, bon, tu cours trop vite parce que tu m'as déjà présenté Generate. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière. Pas de problème. En 1978, peut-être n'étais-tu pas là. Je n'étais pas né, je te confirme. Mais le groupement, donc le GICAT, donc c'est le groupement des industries terrestres et aéroterrestres. C'est ça, et de sécurité. Et de sécurité, est créé. Exactement. Quel est le but à la base dans la création du GICAT ? Alors à la base, GICAT, ça veut dire groupement d'industrie concerné par l'armement terrestre. En gros, c'était une création DGA et Armée de Terre. Donc on rappelle Direction Générale de l'Armement. Direction Générale pour l'Armement, autant pour moi, et l'Armée de Terre, qui était de se dire voilà, plutôt qu'à chaque fois discuter avec les industriels en point à point, il faudrait qu'on crée un organe où les industriels du terrestre se regroupent, comme ça quand on veut faire passer des messages ou prendre des informations, créer un canal de dialogue, ça sera plus simple d'avoir une tête plutôt qu'à chaque fois à l'époque aller voir GIAT, aller voir Renault Trucks Défense, Panhard et autres quoi. Donc création du GICAT en 78 qui est vraiment dans une logique char, véhicule, canon, enfin vraiment le cœur de métier de la chose. L'idée c'est on se diversifie de plus en plus. Et aujourd'hui, le GICAT, ça représente 290 membres qui vont de la petite PME qui fait des boulons, en passant par des gros industriels qui sont Thales, Airbus, Nexter, Arcus et autres. Et évidemment, toute une panoplie, plus de 65% de PME qui sont des vraies PME à valeur ajoutée dans le service, dans l'intelligence artificielle, dans les communications. Voilà. Donc aujourd'hui, l'image uniquement du terrestre ou du véhicule ou du char, ça devient de moins en moins vrai parce que de par l'évolution de l'écosystème, on se tourne de plus en plus vers tout ce qui est numérique, vers tout ce qui est service, vers tout ce qui est système de communication, même si évidemment il reste toujours chez nous des plateformistes et des gens qui font des véhicules. D'accord. Et concrètement, quand je suis une PME ou un grand groupe, j'adhère au GICAT, je viens vous voir. Quels sont les services que je peux avoir ? Comment vous soutenez ces entreprises ? Qu'est-ce qu'elles peuvent venir chercher auprès du GICAT Elles viennent un vrai accompagnement, alors personnalisé, c'est pas vrai, mais en tout cas très proche, mais un peu comme il peut y avoir dans d'autres groupements. L'idée c'est de dire qu'aujourd'hui on offre tout un panel de services. Leur faire une veille sur des brevets, leur faire des études pays, des études de marché. On anime beaucoup de commissions thématiques pour permettre de l'échange d'informations entre eux. Et puis après, on a un système aussi de hotline. En gros, dès qu'ils ont un problème, ils nous appellent. Alors parfois, c'est un peu épuisant parce qu'ils nous appellent pour des choses qui ne nous regardent pas ou qui sont à des années-lumière de ce qu'on peut faire. Mais voilà, on est dans une logique de les rassurer, de les accompagner. Et moi, en tout cas, c'est la manière dont je travaille et mes collègues aussi dans la majorité. Je ne dis jamais non. C'est qu'à chaque fois qu'on me pose une question, je dis oui, bah ok, c'est ça. Ou attends, je sais pas. Donne-moi 48-72 heures, je vais te trouver la bonne personne. Et à 95% du temps, j'arrive à apporter une réponse à la personne qui m'a demandé quelque chose, même si c'est est-ce que tu connais un expert comptable, est-ce que tu connais un avocat, est-ce que tu connais une agence de com, est-ce que tu sais qui est un tel. Voilà, moi c'est une manière aussi de rendre service parce que c'est pour ça qu'on est payé. On est association 1901, on est vraiment un groupement qui est au service de nos membres. C'est de pouvoir répondre au mieux à leurs besoins et c'est pour ça qu'on est payé.
et on se fait un plaisir de le faire dès qu'on peut le faire. D'accord. Et au niveau des commissions, il y en a combien ? Enfin, je sais qu'il y a PME. Alors, il y en a aujourd'hui, il y en a 6-7 qui tournent. Si tu veux, ça bouge régulièrement. Là, il y a une réflexion qui est en train d'être menée pour faire une commission RH. D'accord, parce qu'on se rend compte que dans notre écosystème, les c'est un problématiques vrai RH, sujet. Le un recrutement, sujet c'est un sujet même plus global qu'aujourd'hui en France, on a perdu une vision industrielle et on n'a plus de politique industrielle depuis 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, en termes de métier et d'emploi, on se rend compte que avoir un maître tourneur fraiseur, avoir un électrotechnicien, autre chose, et nos industriels nous disent malheureusement, les formations n'existent plus en France. Donc je suis obligé de recruter pour pouvoir faire ça dans ma PME ou même dans des grandes entreprises. Naval Group aujourd'hui a créé un centre de formation internalisé parce que ça n'existe plus en France. Donc aujourd'hui, globalement, on est obligé de chercher des compétences en Allemagne, en Belgique, en Suisse, parce qu'en France, on s'est dit que l'industrie, c'était pas super valorisable, donc ça sert à rien de maintenir des filières. Donc tu vois, on travaille sur l'idée, c'est qu'à la fois on répond à du besoin le plus possible et on essaie d'anticiper aussi des problématiques qui peuvent émerger pour les proposer en amont le plus possible à nos moments, en disant on voit ce sujet qui monte, ce serait peut-être bien qu'on commence à creuser là-dessus, quoi. Ouais. Et le GICAT est extrêmement présent aussi à l'export. Exactement, c'est une grosse partie parce qu'aujourd'hui dans notre écosystème, 50% du chiffre d'affaires de nos industriels est à l'export, donc évidemment une grosse partie de nos activités le sont aussi. Donc pour ça, on a un très bel outil qui s'appelle Eurosatori, qui est le plus gros salon de défense et de sécurité au monde. Ah, c'est pas DSEI ? Non, c'est pas DSEI, on est meilleur que les Anglais. Ça fait du bien de le dire. Bonjour aux Anglais, bonjour à nos amis. Même si on les regarde de près, mais pour l'instant on est toujours devant. Donc on a Eurosatori qui est un très beau salon qui a lieu tous les 2 ans. Et en plus de ça, on a 3 salons qui sont Expo Defensa en Colombie. Shield Africa en Côte d'Ivoire et Platinum Security qui avait encore lieu là il y a 15 jours à Monaco, qui est spécifique sur les sujets de sécurité privée. Et en complément de tout ça, on anime des pavillons France, où le prochain sera très prochainement au Middle East, où on amène des entreprises françaises sous un pavillon France commun pour arriver en équipe France, pour aider ces industriels à avoir plus de visibilité, et puis des petites PME qui, plutôt que d'être noyées dans la masse, elles arrivent au milieu d'une équipe France avec nous qui les accompagnons, et puis voilà, une bienveillance et une logique vertueuse en disant écoutez les gars, on est tous ensemble, on est plus forts tous ensemble, donc on va le montrer sur un salon à l'export. Et donc tout ça c'est opéré d'une main de maître par le COGES. Exactement, le COGES qui est le bras armé événementiel et opérationnel sur ces sujets là, qui fait un énorme travail, avec toujours en équipe réduite, mais ils font un super boulot, donc on travaille en synergie complète sur ces sujets là à l'export. Est-ce que dans le GICAT, il y a une logique, tu sais, de proposition, de réponse à des appels d'offres Si tu veux, nous, on ne répond pas d'appels d'offres GICAT in situ, parce qu'on n'a pas l'entité juridique pour le faire. Enfin, et puis même, c'est pas non plus au-delà de l'entité juridique, on n'a pas forcément la volonté de le faire. En revanche, nous, le GICAT, on se pose clairement en partenaire de confiance pour mettre autour de la table. Nous, on est vraiment les Suisses du secteur. On essaie de positionner le plus de gens, des gens qui, a priori, aimeraient pas trop se parler parce qu'ils sont concurrents. Les faire se rencontrer, voilà, pour en venant voir ici, comment... on essaie de créer un socle commun pour, même si t'es concurrent, là on pose tout à plat. Certes, on va pas tout se dire, mais au moins on peut discuter dans un cadre neutre qui te permet d'aborder certains sujets que tu pourrais pas faire. Donc, et ça vaut pour des boîtes concurrentes, mais ça vaut aussi pour des startups, des PME, des ETI et des grands groupes qui peuvent se rencontrer là où c'est plus compliqué en point à point, quoi. D'accord. Moi, je disais aussi ça par rapport au cluster que le GICAT a monté récemment. Enfin, récemment. Ouais. Il y a 2-3 ans maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 2-3 ans, notamment le cluster Data Intelligence, etc. Tout à fait. Qui bosse concrètement sur certains sujets un peu stratégiques de la défense. La logique d'un cluster, c'est une logique un peu plus opérationnelle et business. C'est-à-dire que même si c'est pas le GICAT qui va pousser une offre, le GICAT héberge des industriels qui réfléchissent à constituer une offre. Ou en gros, plutôt que de faire des réunions, on se partage que l'information, là il y a une logique de se dire bon ok, là-dessus, ça, toi qu'est-ce que tu peux faire, moi comment je peux être complémentaire, et de réfléchir à une projection beaucoup plus business ensemble sous l'égide du GICAT. Mais ce sont les industriels qui portent cette offre, ce n'est pas le GICAT qui va le faire à leur place. D'accord, ok. Et est-ce que les actions du GICAT vont au-delà du MINARM, enfin ministère des Armées ou ministère de l'Intérieur? Parce qu'on sait que vous êtes en étroite collaboration, notamment pour les PME, avec la sous-direction PME de la DGA, etc. Et puis avec le ministère des Armées de façon
globale, quotidienne, on va dire. Exactement. Est-ce que ça va parfois au-delà? Il y a d'autres missions sur lesquelles vous êtes en prise? Bien sûr, tout à fait. Nous, évidemment, c'est nos deux cœurs de métier, c'est la défense et la sécurité. Mais on échange aujourd'hui sur certains aspects avec le ministère des Finances, que ce soit des problématiques douanières, avec le ministère de l'Environnement aussi sur certains aspects quand on travaille notamment sur les volets innovation, le ministère de l'Enseignement et de la Recherche pour tout ce qui est aussi la recherche pour les sujets de défense, les études amont et autres. Donc nous, oui, on est beaucoup pris par nos ministères, on va dire, naturels. De tutelle, pas de tutelle juridiquement, mais en tout cas de lignée logique par rapport à les sujets sur lesquels on travaille. Mais nous, on est très preneurs et c'est pour ça que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on diversifie beaucoup nos activités. Et aujourd'hui, on se rend compte que le cœur de métier défense, certes, il reste le cœur de métier, mais là où il était extrêmement majoritaire il y a encore 5-6 ans, on sent que la part de la défense baisse au bénéfice de la sécurité, au bénéfice parfois de problématiques qui, aujourd'hui, un gros sujet qui monte, c'est les problématiques environnementales, même dans la défense, où aujourd'hui on aurait pu dire encore 4-5 ans, mais n'importe quoi. Et pourtant, les armées aujourd'hui sont très impactées et nos industriels réfléchissent là-dessus. Donc nous aussi, on s'y met. Et donc du coup on doit aborder certaines nouvelles thématiques qui ont encore 1 an et demi, 2 ans, on se disait que ce serait jamais pour nous. Donc ça oblige aussi à une introspection, à une remise en question qui est vachement intéressante, et puis bosser sur des sujets où on connaissait rien il y a encore 2 ans, quoi. Quels sont les gros sujets en ce moment dont on parle beaucoup dans la défense terrestre? Pour moi, de ce que je vois, il y en a 3. Le premier qu'on suit dans l'actualité, mais je pourrais pas trop m'étaler là-dessus parce que je suis pas un spécialiste, mais c'est la problématique de la consolidation franco-allemande, qui aujourd'hui va clairement impacter et qui impacte déjà aujourd'hui l'industrie de défense terrestre. Donc là, c'est compliqué. C'est avec nos camarades allemands, c'est pas toujours facile, mais on n'a pas le choix que de réussir, de toute façon. Donc on continue step by step, et on espère y arriver dans pas trop longtemps pour avoir quelque chose de solide et qui permette d'être au bénéfice de tout le monde. L'autre sujet aussi sur lequel on travaille, c'est sur les problématiques de financement. Où aujourd'hui il y a des vrais sujets sur le monde bancaire et financier qui a plutôt une image négative et donc qui pose des problèmes pour pouvoir financer certaines branches de notre industrie de défense. Oui, et puis ouvrir des comptes pour que ce soit l'ouverture de comptes, partir à l'export, à partir du moment dans certaines banques, à partir du moment où il y a le mot défense, etc., ou armement, ça pousse à certaines réticences. Donc nous, on travaille là-dessus. On fait notre boulot de groupe d'intérêt qui permet de pousser le message. On est en échange avec des organismes bancaires pour trouver des pistes de solutions. Là aussi, chacun défend son point de vue, mais on espère trouver dans pas trop longtemps un terrain d'entente, qui sera constructif et au bénéfice de nos industriels, parce que là, on fait pas ça nous pour le J4, on fait ça pour notre défense. Et un troisième sujet qui est un vrai sujet de fond et qui est lié à ce que je viens de dire juste avant, c'est que, et moi c'est un sujet que je pousse depuis quelques années, mais là on voit que ça commence à faire évoluer les mentalités, c'est la problématique de la perception qu'a l'opinion publique de l'industrie de défense. Et donc aujourd'hui, quand on entend industrie de défense, on voit que le côté négatif de ce qu'il y a derrière, alors qu'il y a énormément de choses qui sont importantes sur les volets économiques, sur les volets sociétaux, sur les volets stratégiques, sur les volets politiques. Et ça, on s'est trop longtemps refusé de le faire. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit en 2021, on peut plus se permettre de le faire. Et donc aujourd'hui, on est en train aussi, à notre niveau, nous, dans le secteur terrestre, mais avec d'autres, avec nos camarades du naval et de l'aéronautique, de réfléchir à comment mieux faire avancer cette image, mieux travailler sur cette image. Redorer le blason, exactement, d'une certaine façon. C'est un peu... c'est travailler sur notre légitimité et dire que on est dans un secteur particulier, on en a conscience, avec des sujets sérieux et stratégiques. Mais à côté de ça, le monde il est pas noir ou blanc, il est gris, et montrer que nous c'est jouer sur ces nuances de gris en disant que on n'est pas que les méchants dans l'histoire, il y a aussi plein de points positifs et de côtés vertueux dans ce qu'on fait pour l'économie française et pour la France, et donc ça il faut le prendre en compte, mais à nous de porter les bons messages aux bonnes personnes. D'accord. Est-ce que tu dirais, attention question un peu, est-ce que tu dirais que le J4 c'est un lobby? Oui, c'est un lobby, mais en plus, moi je le... Là aussi, il y a de la définition du lobby, de la définition du lobby. Mais encore une fois, moi, c'est ce que je dis souvent quand je me définis. Moi, je suis triplement infréquentable parce que je suis lobbyiste dans un syndicat de vendeurs d'armes. Donc, autant dire que tout va bien. Je suis super bien accueilli en général là où on me connaît pas. Mais je le vis très bien. Et encore une fois, il faut pas du tout avoir peur de ce mot lobbying. C'est qu'on a toujours...
une connotation négative. Ah bah oui, tout est part de la définition. Mais 99% de mon métier, moi, c'est de rencontrer des gens, c'est de discuter, c'est de faire un travail derrière mon bureau, c'est de faire de la veille. Et cette image qu'on peut avoir du lobbyiste qui se balade avec des valises, qui va faire un tel, voilà, mais au-delà du domaine, c'est-à-dire que cette image même du mot lobby est connotée péjorativement en France. Là où dans d'autres pays il est totalement assumé, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis, tu vas à Bruxelles, c'est tout à fait assumé, dire ouais moi je suis lobbyiste, ok super très bien, mais en France on a toujours cette logique et voilà, il y a aussi une grosse approche historique, on va pas la refaire ici, mais c'est assez marrant de voir que on a toujours pourtant cette image là, alors que aujourd'hui on est d'une profession les plus régulées qui existent, avec Sapin 2, avec la Haute Autorité de la Transparence de la République, enfin bref, avec tout ce qui a été mis en place. L'appareil législatif et réglementaire, et heureusement qu'il est là, et bravo, et très bien, et c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que on travaille toujours un peu contre cette image un peu sulfureuse qu'on peut avoir. Et moi, j'assume tout à fait ce mot lobby. Alors, il faut dire affaires publiques, relations institutionnelles, autre chose. Mais moi, je vois pas le lobby sur une approche. Tout le monde fait du lobbying. Les groupements professionnels, les associations cultuelles, la défense des animaux, les collectivités territoriales vis-à-vis de l'État font du lobbying. Enfin, tout est lobbying. On passe ses journées à faire du lobbying. Le lobbying, derrière, c'est pas mauvais. C'est convaincre, persuader, être capable d'écouter les bonnes personnes et de porter des messages aux moins. Moi, à partir du moment où on met ça derrière le lobbying, j'assume tout à fait le fait de faire du lobbying, parce que c'est interagir avec des gens et c'est défendre les intérêts qu'on a à l'instant T. Donc moi, ça me va très bien. Ça, c'est une superbe définition pour nous réconcilier avec le mot lobby. Est-ce qu'il y a une partie dans ton boulot qui te plaît le plus au sein du GICAT Qu'est-ce que tu préfères faire ? C'est ça qui fait la diversité, c'est pour ça que je fais plein de choses à gauche à droite, c'est que si j'étais juste uniquement sur une partie, je m'ennuierais assez vite. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est que comme j'ai 2-3 casquettes en interne, ça me permet à la fois avec ma casquette affaires publiques, je vais rencontrer le député un tel, ou je serai en contact avec le directeur de tel think tank, donc on parle des sujets politico-stratégiques, c'est super intéressant. Ensuite, je vais enchaîner avec une start-up qui me dit tiens, j'ai un truc qui peut révolutionner ça, comment tu pourrais me permettre de rencontrer un tel. Et puis le soir, je suis avec le mec de l'armée de terre ou des forces spéciales qui me dit tiens, quand on a fait ça, il s'est passé ça, c'était super intéressant, voici ce qu'on aurait besoin comme truc qui pourrait nous aider pour telle mission. Et si tu veux, j'ai un panel de mes d'activités, puis intellectuellement qui me nourrit, qui franchement aujourd'hui intellectuellement je m'ennuie pas, parce que j'apprends tous les jours. Alors ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et moi je me connais, le jour où j'apprends plus dans mon métier, mais je m'en vais. Et je me connais, je connais mes limites. Je suis incapable de faire un métier où je ne m'épanouis plus intellectuellement. Donc c'est assez clair dans ma tête. Donc le jour où je m'ennuie, et c'est ce qui m'est déjà arrivé dans d'autres métiers, j'avais des bonnes conditions, je me plaignais pas, mais je tournais en rond intellectuellement, je dis écoutez, j'en peux plus, ciao les gars, quoi. Ouais. Puis, de toute façon, ça va dans la droite ligne de ta vie si on regarde ton CV. Exactement. Parce que t'es professeur aussi. Exactement. Alors là, on sort du cadre GICAT, on fait juste une petite aparté, mais félicitations, j'ai vu Sciences Po. Ouais, exactement. Alors l'anecdote, c'est que ce que je dis souvent, c'est que je me suis lancé un défi il y a 5-6 ans. C'est d'enseigner dans toutes les écoles qui n'ont pas vu de moi quand j'étais étudiant. C'est joli. En me disant, c'est pas mal. À un instant T de ma vie, vous m'avez jugé sur des critères. Encore une fois, c'est pas du tout injuste ou injuste. C'est vous m'avez dit que j'avais pas le niveau pour être étudiant chez vous. Ok, dont acte. Je vais me battre. Je vais avancer, je vais grandir et je vais vous prouver que peut-être que j'avais pas le niveau pour être étudiant quelques années, mais maintenant je vais vous prouver que je peux y enseigner. Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'être maître de conférence à Sciences Po, d'être chargé d'enseignement à la Sorbonne, à Dauphine, à l'ENA, à l'Illerie. Et donc du coup, j'ai créé là récemment un diplôme à Sciences Po Executive Education. Ouais. Sur ce que j'ai appelé l'intelligence situationnelle et l'ingénierie humaine, qui l'idée c'est le pitch de mon cours, en tout cas de mon certificat, c'est de dire que dans la vie ça sert à rien de tirer le concours de l'ENA ou de Polytechnique, ce qui fait la différence c'est de réussir le concours de circonstances.
Et donc c'est ce que j'essaie de transmettre aux étudiants que j'ai déjà, et puis à travers ce diplôme encore plus structuré. Ceux qui viendront. Exactement, c'est de réenseigner des valeurs qui sont pas forcément des compétences techniques qu'on apprend à l'école, mais qui sont un peu des compétences de la vie. Et moi j'ai théorisé des choses qu'on apprend sur le terrain, donc c'est comment avoir du bon sens, comment mettre en œuvre l'intelligence émotionnelle, comment être capable d'avoir de la chance. J'ai créé un module qui permet de théoriser sur comment avoir de la chance, comment provoquer la chance. Tout un module aussi sur le réseau, sur dire que personne n'est inaccessible dans le monde. Quand on a certaines méthodes et quand on se donne les moyens, qu'on a certaines, le culot, la prise de risque, la malice, on peut toujours réussir à rencontrer la bonne personne. Et là, ça nous permet de nous ouvrir une porte et de créer des opportunités. Et donc potentiellement d'obtenir quelque chose où on se dit à la base... Et donc c'est ce que j'essaie de transmettre comme valeur à travers ça, c'est dire que son pire ennemi c'est soi-même. Et que même si la phrase un peu bateau qui est de dire quand on veut on peut, c'est facile à dire, il faut mettre mais en place on peut quand même se donner certains moyens qui peuvent permettre d'y atteindre. Et donc c'est ce que je fais aussi dans ces écoles depuis quelques années. Et là maintenant ça se concrétise à travers un diplôme en tant que tel qui est créé sur cette thématique. Et c'est ce que tu fais aussi avec des startups. Exactement. Au sein de Generate. Tout on à y fait. arrive. C'est Generate aussi... avec Aleph Networks, Numalis et avec d'autres qui viendront après dans d'autres épisodes. Donc c'est pour ça que je voulais te rencontrer pour parler plus précisément de Generate. Alors, Generate, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est de pouvoir accompagner certes des technologies, mais des personnes. Et tu vois, il y a les personnes que tu viens de citer qui, au-delà des solutions qu'elles apportent et autres, c'est des gens pour lesquels tu as envie de te battre, tu as envie de les aider, qui ont des super bonnes idées globalement, parce que nous on n'est pas là, enfin moi je suis pas l'abbé Pierre quoi, je suis pas là pour je le fais dans le milieu associatif, si je le fais déjà sur d'autres aspects, mais aujourd'hui une start-up qui vient me voir et que je décide d'accompagner, c'est parce que elle a une vraie solution qui apporte une plus-value, soit pour les armées, les forces de sécurité ou des industriels. Elle a un business plan qui tient la route, donc voilà, elle sait de quoi elle parle. Et puis au-delà du projet, tu as aussi des gens que tu as envie d'aider, des équipes. Et voilà, Karine de Elika Team, t'as envie de l'aider, Aleph Network, Nicolas et Céline évidemment, t'as envie de les aider, Arnaud qui est, que moi j'aime beaucoup sortir de temps en temps parce que les gens le voient, ils disent mais c'est quoi ce gars-là en costume avec des dreads. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet avec Arnaud. Et au bout de 10 secondes, quand il ouvre la bouche, tous les autres ils s'accrochent au truc parce qu'ils disent mais ce gars-là il va trop vite pour nous, il est brillantissime. Voilà, moi c'est des équipes que j'aime accompagner parce que tu vois un peu ce que je te disais tout à l'heure quand j'étais chez AXA, et c'est ce constat que je fais et c'est des valeurs que j'essaie de transmettre, c'est qu'aujourd'hui ta boîte dans les organisations les plus extraordinaires du monde ou les plus nulles du monde, c'est toujours l'humain qui va faire la différence. Et j'ai déjà vu des boîtes qui étaient extraordinaires, qui sont venues nous voir pour rentrer dans Generate, vraiment sincèrement je pense que elles vont pouvoir décoller, ça va être des licornes dans 3, 4, 5 ans, mais je ne les ai pas prises parce que je sentais pas la personne. D'accord. Je sentais que cette personne-là, elle était pas dans le bon état d'esprit, elle allait pas être dans le mood qu'on essaie de créer au sein de Generate, parce qu'au-delà d'apporter des services et autres, moi je réunis de temps en temps mes startups dans des activités de cohésion aussi, pour vraiment que les gens qui se retrouvent ici, au-delà de bosser, ils soient contents de se voir. Ils disent « Ah, c'est génial !» Je vais retrouver aujourd'hui, c'est le bootcamp, aujourd'hui c'est telle activité, on va boire des verres, on va bien bosser, on va bien discuter, on va bien avancer, mais on y va avec le sourire quoi. On n'y va pas entrer dans les pieds en disant ok encore une réunion, on va parler de rien du tout. Voilà. Donc c'est un peu, et puis c'est ma philosophie aussi aujourd'hui, c'est d'être capable de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et pour moi c'est un des vecteurs de l'efficience, c'est que aujourd'hui quand tu travailles dans un cadre positif et avec de la bienveillance, t'es 10 fois plus efficace que si tu vas rentrer dans les pieds quoi. Ouais. Donc concrètement Generate est né en quelle année ? Donc Generate est né officiellement en mars 2017. Alors mars 2017, donc avec Mathilde, vous êtes lancé. Comment ça s'est passé au début pour recruter des startups, enfin pour dénicher la startup de demain, enfin la licorne de demain? Comment ça se passe? On a pris nos bâtons de pèlerin avec Mathilde. On s'est dit on a attendu au tournant, on a 6 mois pour faire nos résultats, parce qu'au bout de 6 mois si ça marche pas on va certainement nous dire que next quoi. Et donc du coup on s'est dit c'est quoi les domaines d'avenir. On a discuté, tiens, la lutte anti-drone, ok, c'est un sujet, ça. Donc on s'est fait une petite liste
de sujets dans lesquels on pouvait entrer des cases, et puis après on a pris contact sur internet avec des gens. Voilà, on vient de créer un accélérateur, on pense que vous rentrez dans les cases. Sur tel salon, on avait fait des flyers avec Mathilde un peu à l'arrache, on les distribuait. Et puis le bouche-oreille a bien pris. Surtout les premières promos, enfin en tout cas la première promo de Startup a été super content de ce qu'on a pu leur apporter. Donc du coup elles nous ont recommandé, ce qui fait qu'aujourd'hui Generate, je ne prospecte même plus. C'est-à-dire que ça vient à nous. Soit parce qu'on commence à avoir une petite réputation dans le domaine, donc les gens nous connaissent, donc ils disent tiens, c'est là qu'il faut y être parce que ça nous aide. Soit les Generate actuels disent tiens, je suis dans un accélérateur, c'est super, faut y aller, tu vas voir, ils vont beaucoup t'aider. Ou soit l'armée de terre, la DGA ou autres disent tiens, on a repéré une boîte, regardez ce qu'ils font, nous on trouve que ce serait pas mal qu'ils soient chez vous, comme ça permet de les suivre et de les cadrer un peu. Donc aujourd'hui moi j'ai 3 à 4 candidatures par semaine. Pour rejoindre l'accélérateur. Et t'as une promo par an en fait? Non, j'ai là aussi je me fixe pas de quota. D'accord. Aujourd'hui on a entre 2 et 3 promos par an qui vont entre 3 et 8 startups à chaque fois. Il y a des sujets, enfin il y a des projets d'entreprises qui t'ont marqué. Bon après, mais vraiment des candidats. Il y a tout si tu veux. Moi j'ai un mec que j'aime beaucoup, c'est Julien Sacone de Mintech, qui fait des solutions de camouflage. C'est ça. Qui lui je l'aime beaucoup, Julien, parce que c'est un artiste. C'est ancien opérateur des forces spéciales, vraiment un type ultra compétent dans son domaine. Je mettrai un lien dans l'article pour renvoyer à son travail. Et qui lui est vraiment quelqu'un de passionné. Moi je l'ai vu travailler, je suis allé chez lui. Enfin, c'est un type qui est très attachant, qui est vraiment extraordinaire dans son domaine. Dans la même alors pas sur le même domaine, mais à côté de ça tu rencontres un Frankie Zapata que moi j'ai eu, alors Frankie Zapata j'ai eu le plaisir de voir et d'échanger avec lui de temps en temps, et c'est un type qui a un parcours de vie et puis qui fait avancer le monde. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage qui a pas un diplôme d'ingénieur et qui a tout bidouillé lui-même, et qui fait des choses que des gens qui ont 12 000 diplômes, dont je fais partie, seraient totalement incapables de faire. Et puis à côté de ça, t'es des rencontres humaines, avec des gens qui ont des parcours de vie. Donc moi je suis toujours ouvert, et j'apprends, tu dis, parce qu'à chaque fois qu'il y a une startup qui vient me voir, elle m'apprend quelque chose. On me dit tiens, ça tu sais ça, on peut faire ça, ou on savait pas que, ok d'accord, super. Et c'est aussi ça, de me positionner au milieu de tout ça, pour que quand j'apprends quelque chose, je puisse le redistribuer aussi à des gens qui ont intérêt à le savoir, quoi. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure des bootcamps, et Arnaud nous a parlé aussi des bootcamps. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur quel sujet vous échangez? Alors ça dépend, si tu veux. Moi qui suis pas un grand démocrate, là je le fais sur les bootcamps. C'est-à-dire qu'on en fait, alors hors Covid évidemment, mais 2 à 3 fois par an. Je fais un mail de sondage auprès de mes industriels, enfin de mes startups, et je leur dis on va organiser un bootcamp certainement à telle date, c'est quoi les sujets qui vous intéressent? Financement export, subvention, pacte d'actionnaires, veille techno, j'en sais rien, protection des données. Et donc en fonction de ça, moi je leur amène sous format d'1 heure d'intervention à chaque fois. Donc je les bloque une journée, ils se retrouvent tous ici au J4, et ils passent une journée où ils ont 6 à 7 interventions de gens qu'ils n'auraient pas forcément accès, parce que je fais quand même venir le numéro 2 de telle chose, le général je sais pas quoi, et donc ils viennent pour ensuite prendre de l'information, échanger avec eux, et donc ils viennent prendre beaucoup d'informations, et surtout c'est l'esprit cohésion, parce que entre eux ils surfilent des infos en disant tiens, moi quand j'ai fait telle levée de fonds il s'est passé ça, attention de pas te faire avoir là-dessus, donc en fait ils apprennent autant en discutant avec les gens qu'ils ont en face qu'avec leurs camarades start-up qui ont eu les mêmes problèmes ou trouvé les mêmes solutions, quoi. Alors c'est que des start-up, mais il y a un degré de maturité quand même. Oui, il y a un degré de maturité, si tu veux. Nous on a des critères qui sont à la fois, il faut en mettre, donc on en met, mais on n'est pas strict là-dessus. C'est que aujourd'hui une start-up qui veut intégrer Generate, il faut qu'elle soit française, ça c'est le critère numéro 1, qu'elle ait environ 5 ans ou moins d'existence, et qu'elle a un niveau de TRL 9, c'est-à-dire un niveau de maturité technologique qui permette tout de suite une mise sur le marché d'un produit, quoi. D'accord, ok. Donc si tu veux, c'est des critères. Après nous, on essaie de, en général, faire du 50-50 défense et sécurité pour adresser les marchés, et dans l'idéal 50-50 hardware et software, pour pouvoir pas avoir que de l'IA et du cyber, parce que c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Aussi avoir du dur, avec des trucs qui volent, des trucs qui se déplacent,
pour mixer entre les deux, avoir une diversité des solutions qu'on peut proposer. D'accord, donc il y a les bootcamps où on vient chercher de l'information. Ensuite, nous, on les fait beaucoup participer à pas mal de choses, des activités du JCAT. Oui. Donc ils participent à tout. Là aussi, c'est ce qui fait une plus-value du programme Generate. C'est ce que Arnaud nous disait dans Numalis, tu peux profiter tu peux parler à tout le monde. de tout ce qu'offre le JCAT, mais en n'étant pas du JCAT. Aujourd'hui, en étant une startup de Generate, tu as accès à pratiquement autant de choses qu'un Thales, un Airbus ou un Nexter. Donc, ce qui est quand même intéressant pour une startup qui paye une cotisation symbolique à l'année. Mais bon, c'est pas grave. Nous, ça nous va très bien et c'est de montrer aussi que l'écosystème est là aussi pour s'entraider sur certains aspects. Donc, nous, on les associe à beaucoup de choses. Un projet qu'on voulait faire en 2020 mais qui a été avorté malheureusement à cause du Covid, c'est on voulait faire une Learning Expedition aux États-Unis. D'accord. Donc les emmener rencontrer l'écosystème de l'innovation de défense aux États-Unis, et qu'on avait déjà lancé des trucs avec la DARPA, avec l'OTAN, avec certaines unités et services américains travaillant sur l'innovation. Bon voilà, Covid maintenant. Ça sera pour l'année prochaine. C'est pas grave, on retombera sur nos pattes à un moment. Et puis après aussi des activités de cohésion. C'est qu'on essaie d'organiser, on a réussi à le faire, on est passé entre les gouttes en 2020 avec le Covid. On s'est enfermé 2 jours, on a pris un petit mat ferme, on s'est tous enfermés, on a fait des activités de cohésion, paintball, on a travaillé, on a fait puis un bon apéro. Donc c'était très sympathique parce qu'on a pu bien bosser, mais dans un cadre convivial et très constructif. Et puis aussi, 2-3 fois par an, on fait des after-work. Donc on organise des after-work de l'innovation, défense et sécurité, où là aussi, on est une centaine. Et moi, dans ces événements, je réunis tous les gens à tous les niveaux qui sont impactés par l'innovation. Donc évidemment, mes Generate, les directeurs de l'innovation de l'industrie de défense, les responsables d'innovation des forces armées, des forces de sécurité, GIGN, Red Police, gendarmerie, douane, autres, des avocats spécialisés dans l'accompagnement des startups, des agences de communication spécialisées là-dedans, et puis des grands pontes des différents ministères qui viennent. Et c'est sympathique parce qu'on reste dans la même philosophie de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et donc voilà, nous ce qu'on demande c'est t'enlèves la cravate, tu prends ton verre de vin ou ton verre de champagne et tu discutes avec et c'est là où aussi c'est un peu notre salaire sur le côté Generate. C'est que moi j'ai beaucoup de startups qui viennent voir derrière en disant François super, grâce à cet événement moi j'ai économisé 10 rendez-vous, j'avais jamais pu mettre la main sur ce gars-là, là il était là, on a pu discuter, on va enclencher quelque chose, quoi. C'est exactement comme ça qu'Arnaud nous a décrit ton travail. Organisateur d'apéro, c'est ça ? Organisateur d'apéro, que tu viens chercher les gens par le col en disant vas-y tu parles à lui parce qu'il est vraiment intéressant. C'est ça ça se résume à ça ton travail. Entremetteur, voilà, parfaitement. Et une fois que les entreprises ont fini, sortent de diplômés, il y a un diplôme alumni, non c'est pas un diplôme, c'est alumni. L'idée c'est qu'en gros donc aujourd'hui une start-up elle vient pour 2 ans au sein de Generate avec potentiellement 1 an en plus. On fait un petit bilan en disant voilà, ça fait 2 ou 3 ans que tu es ici, t'en es où, est-ce que tu es là. Donc il y a plusieurs options. Ce qui est déjà arrivé par le passé, tant mieux pour elles, c'est au bout d'1 an ou 2 ans, elles m'ont dit écoute François, la défense t'es bien gentil, mais en fait à côté de ça, je travaille dans le milieu de l'énergie. Et puis ça je viens explose, de signer un énorme contrat. Voilà, moi j'ai plus le temps de me consacrer à la défense. Moi en fait mon business model il part vers l'énergie et l'environnement. Ok, bon, pas de problème, on se quitte bons amis, merci, au revoir. Ensuite, il y a celle qui me dit j'ai bien décollé, maintenant j'ai ça, j'ai fait tant de millions de chiffres d'affaires. Je dis écoute, maintenant t'es mûr pour rentrer dans la cour des grands. Donc ton dossier il va passer de Generate au J4 et maintenant tu peux devenir, si tu le souhaites, adhérer au J4 et au même titre que tous les autres, tu seras un membre et tu feras partie de la BITD à part entière puisque tu es membre du J4. Et après il y en a entre les deux où encore on se pose des questions, donc on se donne 1 an, on réfléchit, on évolue. Et puis là, le cas n'est pas arrivé, mais aujourd'hui, alors évidemment, ça c'est la vie de l'entrepreneuriat. Il y a quelques startups qui sont venues chez nous qui ont disparu parce que les entrepreneurs entre eux sont plus entendus, ou il y a eu un repositionnement, il y a eu un rachat, enfin bref. Mais aujourd'hui, on est assez content parce que on a très peu de pertes entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent, parce qu'il y a un vrai processus de sélection qui fait qu'on essaie quand même de voir s'ils ont les reins solides. Après, en 2-3 ans, il peut se passer plein de choses. On n'a pas la prétention de faire du 100% et ça n'arrivera jamais, mais on essaie de s'en rapprocher le plus possible pour pousser des pépites à la réussite. Je sais pas, est-ce qu'il y a un sujet, tu penses qu'il faudrait
Non, mais insister. moi je te dis, je travaille beaucoup dans une logique d'intelligence collective à faire travailler des gens et moi qui m'intéresse beaucoup à de la sociologie des organisations et aujourd'hui j'ai quand même dans le secteur de la défense pas mal soit de réticence plus culturelle que intellectuelle parce qu'il y a des gens brillants comme dans beaucoup d'autres domaines mais plus des réflexes de l'ancien temps qui sont difficiles à combattre pour permettre à notre pays, parce que l'idée c'est pas les startups dans un coin, les PME dans un coin, les grands groupes, c'est de pouvoir faire travailler tout le monde ensemble, et c'est comme ça qu'on s'en tirera. Je vois quand même une culture de l'innovation dans la défense qui est très difficile à faire bouger, et donc moi ma philosophie c'est à la fois avoir des quick wins qui permettent de montrer que ça peut marcher à un bas niveau, et puis aussi grâce à mon étiquette affaires publiques pouvoir aller taper assez haut pour faire passer des idées au plus haut niveau sur ces sujets-là et qu'un jour, si tu veux, les quick wins et les trucs se rencontrent. Et ça s'inscrit tout à fait dans la stratégie de la Mini sur le sujet, dans la création de l'agence Innovation Défense et la philosophie qu'a Emmanuel qui va derrière. Vous bossez beaucoup avec l'AID Ouais, on échange régulièrement avec eux. Donc le JCAT est partenaire de l'AID. Ouais. Donc on échange régulièrement. Typiquement, voilà, l'AID participe au jury. Donc ils ont un représentant. Dans chaque jury pour Generate, on échange régulièrement notre veille, puis voilà, le canal avec Mathilde évidemment est facile naturel parce qu'on est amis et puis pareil qu'Emmanuel qui va voilà, donc même si voilà, on est chacun à notre place et ils font ce que fait l'État et nous on fait ce que fait l'industrie et parfois on s'engueule parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines visions des choses et pour moi c'est sain, mais on a une relation qui est constructive dans une logique partenariale. Et puis c'est bien de faire se rencontrer les industriels et le monde des institutionnels, parce que parfois, surtout pour moi je pense plutôt du côté PME et du côté start-up, quand on a une bonne idée, c'est vrai que réussir à en faire quelque chose, c'est un peu comme une patate chaude, c'est-à-dire on se lance, on a une bonne idée, on sait parfois qu'on a une bonne idée, mais comment faire ? Chez qui on va taper, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour se développer, pour faire comprendre aux gens que c'est une vraie bonne idée, il faut juste s'en saisir, mais parfois c'est trop compliqué. Mais moi c'est ce qu'on m'a dit souvent sur certains aspects, on m'a dit avoir raison trop tôt c'est avoir tort. et c'est vrai. Et pour moi une partie de l'innovation c'est pas d'avoir des bonnes idées d'innover, c'est de jamais lâcher l'affaire. Et vous pouvez avoir une bonne idée à un instant T, si c'est trop tôt, et vous êtes foutu, vous êtes mort. Donc peut-être qu'il faut le sortir dans 2-3 ans, ou il faut harceler pendant 3 ans en se disant que c'est ça qui peut changer. Et moi je le constate au sein de Generate, puis même plus globalement dans ce que je fais à gauche à droite, c'est que même si vous avez une bonne idée, si soit vous l'avez pas amenée de la bonne manière, ou la personne en face n'est pas prête à l'entendre, ça a beau être quelque chose d'extraordinaire qui va changer le monde, vous aurez tort. Donc c'est comment être capable de jouer sur cet alignement des planètes pour que l'innovation elle soit naturelle, et elle soit quelque chose qui peut être constructif, en tout cas que la personne en face ait intérêt à vous soutenir dans cette innovation. Et ça c'est pas une science exacte, on en revient à l'humain et c'est pas facile. C'est pour ça que moi je fais beaucoup de choses qui me nourrissent en dehors de la défense intellectuellement, pour me permettre de piocher des idées à gauche à droite dans l'associatif, dans l'enseignement, dans plein de choses, et je pioche toujours des petites idées à gauche à droite qui me disent tiens, j'ai vu ça dans l'associatif, c'est pas bête, peut-être qu'on pourrait l'utiliser, l'appliquer, et ils ont réussi à faire ça, donc j'y avais pas pensé. D'accord. D'où mon côté un peu hyperactif, qui fait que tous les ans je me rajoute encore des choses parce que j'ai cette soif de connaissances et de rencontres qui me nourrit. Et moi, le jour où intellectuellement j'arrive plus à m'épanouir, ça ira pas bien, quoi. Non, mais c'est des très bons conseils. Est-ce que tu as d'autres choses pour les auditeurs qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine ? Pas forcément défense et sécurité. Est-ce que tu as des petits conseils, tu as des petits tips pour les gens Je vais pas faire celui qui donne des conseils là-dessus, parce que je suis pas un entrepreneur en tant que tel, même si j'entreprends toutes les 30 secondes. T'entreprends, mais t'aides aussi des entrepreneurs. J'ai créé 10 000 choses et je passe ma vie à aider des entrepreneurs. Voilà, les trucs de base, tout le monde peut le faire. Créer un business plan, telle chose. Moi, ce qui fait la différence chez les gens qui arrivent à déboucher sur des choses, c'est parce qu'ils sont bien entourés. Et quand je dis bien entourés, c'est pas forcément des gens brillants, c'est des gens qui vont les challenger et qui sont là pour les motiver. Donc qui à la fois vont dire écoute ça non ça va pas,
mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, on va pouvoir t'accompagner. C'est aussi ce que nous, à un petit niveau, Oui. on fait. Moi, je fais souvent le bad cop aux gens de Generate. Je dis attends, écoute, là, j'ai rien compris à ton truc. Donc, tu vas tout réexpliquer. Reprends du on début. va reprendre à plat, on va rebosser le truc. Ok, non, c'est pas encore ça. Et puis, step by step, tu t'améliores, mais toujours dans une logique vertueuse et constructive et pas uniquement tailler pour tailler. Et puis après, c'est ce que je te disais, c'est l'abnégation. Moi, j'ai vu des gens se prendre des murs, et voilà, la vallée de la mort, à un moment de l'entrepreneuriat, elle est dure. On la connaît. On se dit on est prêt à lâcher, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans, ce serait beaucoup plus facile d'avoir mon boulot en CDI, d'être salarié, et puis voilà exactement. Et ça, il faut être très courageux, soit tout seul ou soit en équipe, mais l'abnégation, elle paye toujours. Le travail, l'abnégation, c'est jamais du 100%, ça se saurait, mais ça permet quand même d'augmenter les chances. Donc voilà, la réussite, elle vient souvent en ayant du travail qui est derrière. Et tu vois, moi, pour avoir fait du foot à certains niveaux à une époque, j'avais discuté avec des gens, et notamment j'avais une rencontre de quelqu'un qui avait été l'entraîneur de Zidane. Et quand j'étais tout petit, donc Zidane, c'est extraordinaire. Et il m'avait dit, mais tu sais, Zidane, certes, il avait déjà des gènes qui quand même l'ont beaucoup aidé à réussir, mais il est devenu ce qu'il est devenu parce que c'était le type qui, avant l'entraînement, arrivait 1 heure avant pour taper contre un mur avec son ballon, et qui 1 heure après faisait des jongles quand tous les autres étaient déjà rentrés chez eux, quoi. Et donc certes, le talent c'est bien, mais le travail c'est quelque chose qui vient concrétiser le talent, et si tu arrives à gérer les deux, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas. Et puis il faut se challenger. Exactement. Ce qui me permet de faire un petit lien avec ta descente dans la grotte qui arrive très prochainement. Et puis ça sera le mot de la fin. Est-ce que tu veux nous en parler pour faire un petit peu peut-être la promo de cette expédition? Donc j'ai le plaisir, moi, depuis 5 ans, d'être au comité directeur de la Société des explorateurs français, donc, qui est une association ancienne qui réunit des gens avec des petits noms comme Thomas Pesquet, Patrice Franceschi, Antoine de Maximi et autres. Et donc moi je rencontre ces gens-là, et c'est extraordinaire. Donc ils m'ont reconnu comme sociétaire en tant que tel, donc comme explorateur. Donc ça a été une grande fierté pour moi à l'époque. Et là je participe donc très prochainement au projet Deep Time. Je mettrai le lien aussi dans le... Ça marche. Et qui est donc une expérience pour tester les limites chronobiologiques du corps humain et l'adaptation d'une mini-société dans une anonie totale, en étant coupé du monde, pour savoir comment aujourd'hui on est capable de se synchroniser ou non en sein d'un groupe humain qui n'a aucun repère extérieur. Donc on part dans la grotte de Lombrive début mars, pendant 40 jours, à 14 personnes, pour voir en gros si on sort en étant complètement fou, en étant complètement déphasé, et si au final l'humain est capable de s'adapter à des conditions qu'il ne connaît pas du tout. C'est génial. Moi je trouve ça génial. Écoute, je te souhaite bon courage. Merci beaucoup toi et tout ton groupe, et puis pour Generate, pour merci à toi. La suite au J4. Merci infiniment de m'avoir reçu à Paris. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. À très bientôt, Marjolaine. Merci encore à François et au J4 de m'avoir accueilli pour l'enregistrement de cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver de plus amples informations dans un article dédié sur le site internet de Slice, www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slice. Je recevrai un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais, preuve que la perfection n'existe pas. Jusque-là, prenez soin de vous, à très bientôt. Avant de vous quitter, et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à lui laisser 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous souhaitez encore plus soutenir Slice, abonnez-vous.